Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière à la Chambre des représentants. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont passé la bill, le projet de loi, qui, en gros, propose 840 milliards de dollars pour l'armée américaine, mais surtout 100 millions de dollars pour la formation de pilotes et mécaniciens ukrainiens. Vous avez peut-être vu passer les articles de presse à ce sujet. Quand on creuse le texte, quand on lit le contenu, on se rend compte qu'entre ce qui est affiché par les médias qui reprennent cette information et la réalité du texte, il y a un grand écart et c'est ce qu'on s'apprête à débriefer. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, ce que je vous propose comme d'habitude, c'est de nous en prendre un tout petit peu de recul. Dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu ce qu'est ce National Defense Authorization Act. Ensuite, nous allons regarder un petit peu le pédigré des protagonistes qui poussent au niveau des instances américaines pour cette aide des Ukrainiens, ce sont principalement des anciens de l'US Air Force. Ensuite, nous allons regarder dans le détail ce qu'est la base de Columbus Air Force Base, l'UF-16, et regarder concrètement à quoi ça pourrait ressembler si c'était mis en œuvre. Alors la Chambre des représentants des États-Unis, à l'heure actuelle, il y a 220 démocrates et 210 républicains. C'est eux qui ont passé le National Defense Authorization Act, qui doit maintenant être validé par le Sénat en septembre pour pouvoir être mis en œuvre l'année prochaine. La Chambre des représentants des États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils votent les lois fédérales, ils sont à l'initiative pour le vote du budget, d'où le sujet du jour. Et c'est ensuite le Sénat qui amende ou qui rejette. Donc c'est bien une proposition qui est envoyée au Sénat. Ensuite derrière, c'est eux qui ont la responsabilité d'élire le président des États-Unis s'il n'y a pas de majorité chez les grands électeurs. Et enfin, c'est la Chambre des représentants des États-Unis qui vote la mise en accusation d'un haut fonctionnaire et il passe en procès devant le Sénat. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la Chambre des représentants. Au niveau de cette Chambre des représentants, vous avez deux personnalités. Vous avez Adam Kinzinger, qui est un élu de l'Illinois, qui est à la Chambre depuis 2011 et qui lui a servi dans l'US Air Force. Il a été pilote sur KC-135 Stratotanker, les avions ravitailleurs, et ensuite derrière sur le Metroliner, le RC-26, qui d'ailleurs est interdit de partir à la retraite d'après le National Defense Authorization Act 2023. Il a poursuivi sa carrière après dans la réserve et il est actuellement lieutenant-colonel, donc c'est quelqu'un qui a connu le combat, qui a été déjà déployé en Irak, même s'il n'était pas sur des avions qui frappent, il a fait du ravitaillement, ce qui est absolument indispensable à la réalisation de la mission, et ensuite derrière, encore plus important, du renseignement. D'autres personnes qui poussent ce projet de loi, c'est Chrissy Houlihan. Alors elle vient de la Pennsylvanie, elle a fait ses études dans des grandes écoles, et ensuite derrière, elle a servi en tant que project manager dans l'US Air Force pendant quelques années, donc elle a également une expérience de ce qu'est l'armée de l'air américaine. C'est ensemble qu'ils ont poussé, qu'ils ont fait toutes ces demandes, et ça fait un bout de temps qu'ils sont très actifs sur ces sujets. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce fameux texte. Il est à noter que le 6 avril 2022, Adam Kinzinger, Chrissy Houlihan et également Ted Lieu, tous trois membres du Congrès, avaient envoyé un document officiel au secrétaire Austin pour demander en fait pas mal de choses, des études, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour former des pilotes ukrainiens sur A-10, sur F-15, sur F-16, sur MQ-9 Reaper, mais également sur le MQ-1C Grey Eagle, donc sur drone, ou alors sur avion de chasse. Donc depuis le début, ils poussent, ils ont envie d'aider de ce côté-là, et vous avez désormais la fameuse bill. Alors qu'est-ce qu'a dit cette fameuse bill? On vous l'affiche là. Elle dit tout simplement qu'elle doit s'appeler Ukrainian Fighter Pilot Act, donc l'acte sur les pilotes de chasse ukrainiens, et on va rentrer dans le détail. Le détail nous dit qu'il s'agit d'expansion de la coopération et de l'entraînement avec l'Ukraine. On développe 100 millions de dollars qui peuvent être utilisés pour rendre disponible de l'assistance aux pilotes militaires ukrainiens
et de manière appropriée d'autres forces ukrainiennes qui sont impliquées dans la mise en œuvre ou le vol de F-15 ou F-16. Donc F-15 ou F-16, c'est cité, et là maintenant très important, pour les raisons suivantes. En 1, l'entraînement et la familiarisation avec les F-15 et F-16, et c'est pas fini, et les autres plateformes utiles pour du combat RR. Donc il y a, et c'est très important, j'insiste dessus, un focus sur le combat RR, F-15 et F-16, et d'autres plateformes qui seraient bonnes pour du combat RR. Alors là, vous vous dites, on va faire du combat RR, du tir longue distance, du radar de nouvelle génération, on va se tirer dessus à plusieurs dizaines de kilomètres, et ça va être très utile. Et c'est là où je ne comprends pas le petit 2. Entraînement et utilisation de munitions jugées appropriées par le secrétariat de la Défense comme AIM-9X2 ou AIM-9M. Il s'agit de missiles Fox 2. Il y a 3 types de missiles. Fox 1, vous pouvez tirer, vous devez éclairer en permanence votre cible avec votre radar. Le missile suit ce faisceau radar et va impacter. En gros, dans les années 70, années 80, c'est bien mais pas top parce que vous devez continuer à vous rapprocher de la menace, même si on peut la tirer loin. Le Fox 2 détecte une source de chaleur, va dessus, vous tirez accroché pour du 9M, vous pourrez accrocher après le tir pour du X2, mais ça reste quand même du assez court portée, c'est ce qu'on voit par exemple dans Top Gun Maverick. Et vous avez après du Fox 3, tir et oubli, l'AIM 120, le AMRAAM, le fameux, utilisé par les armées américaines depuis les années 90, on l'utilise en France également, et qui manque dramatiquement aux Ukrainiens. De leur propre aveu en ce moment, c'est ça dont ils ont besoin, pouvoir tirer, faire demi-tour et jouer comme ça sur leur propre sauvegarde tout en interdisant l'accès à leur territoire à l'adversaire. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça parle d'AIM, que ça cite des AIM. Donc je ne comprends pas pourquoi, alors attention, il laisse quand même une porte ouverte, je ne comprends pas pourquoi il ne cite pas des AIM 120 à ce moment-là. Peut-être pour pas faire peur, là c'est peut-être de la politique, mais on est très précis avec les modèles de missiles Fox 2, le 9M qui est plutôt ancienne génération, le 9X2 qui n'est pas la toute dernière version mais qui est quand même pas mal, je pense que c'est le Block 2, donc depuis 2012, et ça ne fait aucun sens, pourquoi leur donner des F-15, des F-16, si c'est pour derrière les faire se battre en missiles courte portée, aller au mieux du mieux moyenne portée, mais face à de l'A12, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, clairement ils vont pas pouvoir se rapprocher si c'est pour tirer de l'AIM-9. Ensuite derrière, eh bien, cet acte il vise à créer du rapport, donc plus de coopération entre l'armée de l'air ukrainienne et l'armée de l'air américaine, augmenter leur capacité en combat aérien, et ensuite se focaliser sur la compétence de l'Ukraine de former et de développer des pilotes de F-15, de F-16 et d'autres plateformes n'importe où, mais également en Ukraine. Et spécialement, c'est cité pendant l'invasion russe en Ukraine. Ensuite également, derrière, ils veulent aider à donner une meilleure culture aérienne et sur les plateformes et sur les tactiques, donc on va dire une partie théorie. Et pour finir le tout, eh bien, ça demande que 15 jours avant le début de l'entraînement, il y a un compte-rendu où on dit clairement les objectifs, toutes ces choses-là. Donc pourquoi j'insiste dessus, pourquoi j'insiste sur ce projet? Parce qu'il cite F-15, F-16, et derrière, spécialement de l'RR, premier point très important, et ensuite AIM-9, aucune logique. Donc en résumé, ce qu'on peut retenir de ça, c'est une volonté de développement de l'RR. Si vous me parlez de air-sol, de frappe en profondeur et tout, eh ben, c'est pas prévu dans ce papier. Donc déjà, exit, c'est purement de la défense aérienne. Et ensuite, est-ce qu'on leur donne les moyens avec de l'AIM 120 dans ce papier? Non. Alors on ne ferme pas le moyen, mais on va citer du combat rapproché, ce qui ne fait absolument aucun sens. Ensuite, dans des interviews, vous avez Adam Kinzinger, et bien lui, il parle de former le personnel pendant 3 à 4 mois sur la base de Columbus Air Force Base dans le Mississippi et éventuellement peut-être également un peu au Texas. Ça parle de 3 mois pour donner le basic level sur F-15, F-16 aux pilotes ukrainiens. À noter qu'il ne parle pas tant que ça des mécaniciens, mais forcément l'un ne va pas sans l'autre. Quoique, hein, on pourra en parler peut-être dans une autre vidéo si vous voulez qu'on essaye de réfléchir à comment ça pourrait être mis en œuvre avec peut-être des unités privées, ce genre de choses. Ça nous fait penser au tigre volant de Chénaud pour ceux d'entre vous qui connaissent. Mais là maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde en détail le F-16 et qu'on regarde en détail cette fameuse base de Columbus qui est citée par Adam Kinzinger.
Alors Columbus Air Force Base, une histoire assez incroyable. À l'heure actuelle, il y a 3 pistes, une de 1,9 km, une de 2,4 km, une de 3,6 km. C'est là où il y a la 14e Flying Training Wing. Leur devise, c'est Train World Class Pilots. Donc leur but, c'est d'entraîner des pilotes de niveau mondial. Ils ont des T6 Texan 2 qui sont des avions d'entraînement à turbine, des T1A Jayhawk qui servent à la formation avancée des futurs pilotes de tankers par exemple. Ils ont également des T-38C Talon qui servent à la formation avancée pour les pilotes de chasse avant d'aller sur leur avion final. Ils font quand même 260 vols par jour et ils ont donc le cursus sur place qui dure à peu près 54 semaines, 400 heures de théorie, 200 heures de vol entre le T6 Texan 2 et ensuite le T1 Jayhawk ou alors le T38 pardon, pour les chasseurs. Vous avez 2700 personnes sur cette base, dont 1600 militaires. Et la base, elle a une histoire assez ancienne. Elle remonte à 1941. Elle a été créée pour permettre la formation des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez 8000 pilotes qui ont été formés à cet endroit pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il y avait 4 pistes et 7 petits terrains auxiliaires qui sont notamment utilisés pendant la journée pour envoyer les pilotes s'entraîner à faire des atterrissages. On ne peut pas tout faire sur la base principale. Donc c'est ce que les Américains appellent les Auxiliary Airfield. Vous avez le contrôle aérien, un pilote qui va le matin en avion, qui arme la piste, qui arme la tour de contrôle et qui gère tout ça. J'ai eu la chance de découvrir ça aux États-Unis, c'est très sympa comme concept. La base a fermé après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a rouvert à cause de la guerre de Corée, où ils ont quand même formé encore 3000 pilotes. Et ensuite, en 1955, elle est passée sous le commandement du Strategic Air Command. Elle avait des KC-135, les ravitailleurs, puis des B-52 également. En 1969, elle est repassée base d'entraînement, Air Training Command, avec la 14e Flying Training Wing dont je vous ai parlé. Et à l'heure actuelle, vous avez des jeunes officiers qui rentrent dans le cursus de pilote, qui se retrouvent à Columbus pour cette durée d'un peu plus d'1 an. Et, ils sont orientés multimoteur, sont orientés chasse. Et une fois qu'ils sont orientés chasse, une fois qu'ils ont fini le T-38C, ils sont macaronnés, pilotes de chasse. Je vous ferai un épisode dédié sur la formation des pilotes américains. Et ensuite, ils partent en formation sur le type d'avion F-35, F-16, F-15 sur lequel ils vont être affectés. Donc quand un représentant nous parle de faire la formation F-15 ou F-16 à Columbus, vous l'avez bien compris, il n'y a ni F-15 ni F-16 pour la formation à Columbus. Ce n'est pas du tout là où ça se passe. Et c'est le deuxième point assez bizarre sur ce sujet. En effet, si vous voulez faire du F-16, eh bien l'entraînement F-16, à l'heure actuelle, ça se fait après avoir validé ses ailes sur T-38 et vous allez sur un RTU. RTU, c'est Replacement Training Unit. Ça dure 3 à 9 mois, fonction du type d'avion. F-35, beaucoup de F-16 également, ça se fait à Luke Air Force Base en Arizona. J'ai eu la chance d'aller visiter le Replacement Training Unit du F-35 avant la Covid à Luke. Et là, vous allez faire une formation qui va vous amener ensuite derrière à être affecté en unité de combat et aller chercher votre Mission Qualification Training. Donc en gros, la RTU, elle vous forme sur le vecteur et la base de la base. Ensuite, l'escadron va vous faire de vous un pilote opérationnel. Donc ça prend du temps. Et à l'heure actuelle, pour le F-16, ça se fait à plusieurs bases, mais principalement à Luke Air Force Base. Alors le F-16, Fighting Falcon, mais tout le monde l'appelle le Viper, il y en a plus de 4600 qui ont été fabriqués, ça a une masse à vide à peu près de 8,5 tonnes, une masse maximum au décollage de 19 tonnes quand même, et la puissance du réacteur est sympa. Alors c'est monoréacteur, ce qui a amené plusieurs avions à être perdus, notamment en Irak, parce que quand vous perdez le réacteur, c'est pas magique, il faut s'éjecter. Ça pousse 7 tonnes en sec, 13 tonnes avec la post-combustion, alors ça varie un peu en fonction des versions, mais c'est un avion bisonique, Mach 2, qui peut prendre 9 G, et qui a un taux de roulis absolument énorme, 324 degrés par seconde. Le Rafale, c'est 270. Donc là, en gros 1,1 seconde, vous faites un tour sur vous-même, un tonneau. Vous avez des obus à bord, vous avez un canon de 20 mm avec 511 obus. Et en termes d'armement RR, l'AIM-9, comme on disait, de l'AIM-120, des l'Iris-T et du Python 4 ou 5 pour les Israéliens, sachant que le Python 5 est très malin parce qu'il va regarder la signature infrarouge, mais également il a de l'électro-optique. Il va essayer de détecter le cockpit et il va viser le cockpit. C'est pas très sympa. C'est un des premiers avions de chasse fly-by-wire et qui est très connu pour sa bulle avec une visibilité extraordinaire, mais qui a posé des petits soucis au début à cause d'illusions sensorielles, des reflets en fait de lumière en vol de nuit qui peuvent poser des petits soucis.
L'avion a plus de 200 000 missions de guerre, c'est absolument énorme. Et si on regarde un petit peu au combat, eh bien, ce sont les Israéliens qui ont été les premiers à abattre un aéronef ennemi avec. C'était le 28 avril 1991. Ils ont abattu des Mi-8, des hélicoptères syriens au-dessus du Liban. Et derrière, il y a eu pas mal de conflits entre Syrie, entre l'Iran également. Et ils revendiquent 44 avions ou aéronefs ennemis abattus pour 0 perte avec leur F-16. Derrière, vous avez le Pakistan qui a ouvert le feu également contre des aéronefs afghans. Et là, il semblerait, je dis bien il semblerait, eh bien que c'était en 87, il y aurait eu un friendly fire, donc un F-16 pakistanais abattu par un autre F-16 pakistanais. Si on regarde les Américains, eh bien c'est le 27 décembre, juste après Noël, 92, qu'ils ont eu leur première victoire aérienne avec un F-16D. Et là, c'était pas un AIM-9, c'était un AIM-120, donc électromagnétique, un Fox 3, qui a été utilisé pour abattre un MiG-25, et c'était en Irak. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que la Chambre des représentants des États-Unis a propose de budgétiser 100 millions de dollars pour la formation sur F-15, F-16 ou autres plateformes dédiées à l'AER pour permettre aux Ukrainiens de se défendre dans la troisième dimension face à l'invasion russe. Ça, c'est factuel. Maintenant, quand on rentre un peu dans les détails, ils ont l'air un peu bizarres. Pourquoi ils ont l'air un peu bizarres? Parce qu'on nous parle de missiles Fox 2 très courte portée, on nous parle de formation sur la base de Columbus Air Force Base, là où il n'y a pas de F-15, pas de F-16 dans le training. Donc voilà, ça paraît un petit peu pas très carré, ce qui est bizarre au vu de la manière dont les représentants travaillent le sujet. Donc pourquoi? Première raison, c'est la plus logique, nous ne disposons pas de toutes les informations. La deuxième raison, c'est que c'est de la politique, ils essayent de faire avancer leur dossier, et pour ça, peut-être qu'ils y vont petit à petit, en laissant toujours, comme nous l'avons souligné, des lignes ouvertes pour permettre le développement. Au final, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Volonté américaine de peser sur le théâtre des opérations dans la troisième dimension, dans une logique d'autodéfense, plutôt de protection du territoire, puisque dans une logique offensive avec des capacités air-sol ou RR à très longue portée. Quand on regarde un petit peu la ligne de front actuelle, on pourrait se dire, avec une certaine lecture, leur donner des F-15, des F-16 pour protéger leur position, empêcher des bombardements ou des hélicoptères de venir vraiment bombarder à courte portée, forcer l'armée de l'air russe à rester stand-off par rapport à ses AIM-9, donc à rester loin de la portée d'engagement, donc en français en texte, pas se rapprocher à quelques dizaines de kilomètres maximum de la ligne de front, empêcher donc les avions russes de s'approcher pour soutenir leurs troupes sur le front et les garder à bonne distance, tout en empêchant les Ukrainiens de conduire des raids au-dessus du territoire russe avec l'armement et la formation donnée par les Américains. Donc, voilà un petit peu la meilleure compréhension, je pense, qu'on peut faire de ces textes. Volonté d'autodéfense, plus qu'une volonté de donner des capacités offensives aux Ukrainiens. Maintenant, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler pour un cursus de formation? Est-ce qu'en 3-4 mois, c'est jouable? Oui, je pense que c'est jouable, surtout avec les simulateurs de vol que l'on a maintenant. Si on commence à dire aux pilotes, on va pouvoir vous former sur F-16, vous avez d'excellents simulateurs de vol et plus tout ce qui est cours en ligne pour pouvoir se familiariser. Quand les pilotes arrivent, on leur fait on va dire quelques cours pour s'assurer qu'ils ont bien pu assimiler tous les manuels qu'ils ont eu en avance. Ensuite, derrière, on fait une dizaine de simulateurs, on les lâche dans la vraie vie, donc en biplace initialement. On leur fait faire la familiarisation initialement avec le vecteur quand tout fonctionne bien, ensuite avec des pannes, comment est-ce que vous gérez une panne hydraulique, panne électrique, toutes ces choses-là. Et ensuite, puisqu'on fait que de l'RR Fox 2, ça va être assez facile. C'est manœuvrer comme ils savent déjà faire, c'est bien se positionner, c'est juste l'utilisation un peu du radar, l'utilisation un peu des boutons, la familiarisation. Donc en 3-4 mois, oui, c'est complètement faisable de lâcher des pilotes sur F-16 pour faire du Fox 2, pour faire de l'AIM-9. Après, s'il fallait former sur l'attaque au sol, toutes ces choses-là, ce serait beaucoup plus long. Mais là, on a quelque chose d'assez cohérent en termes de durée de formation pour du personnel qui ne va pas compter 16 heures. Problématique néanmoins, la maintenance, la mise en œuvre des avions. Et là, eh bien, c'est un sujet beaucoup plus profond, beaucoup plus de fond. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont envie de beaucoup les accompagner là-dessus.
surtout avec un monomoteur, il vaut mieux que l'avion soit bien entretenu. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on voit dans la presse. Je pense que l'AIM 120 au-dessus de l'Ukraine, c'est pas pour demain. Et je pense également que les GBU, que les bombes guidées par des pods de désignation laser sur des avions américains, c'est pas pour demain non plus. Ça nous permet de voir dans quelle direction ça va. Excellentes vacances à vous, profitez bien de l'été et fly safe.